Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc, je suis Sarah Rogissard, donc je travaille à la FCN, qui est une société d'expertise comptable. Et aujourd'hui, donc, je vais traiter de l'embauche de salariés étrangers. Je suis accompagnée donc, de Monsieur Christophe Tourelle. Bonjour à tous, Christophe Tourelle, juriste consultant comme Sarah au sein du cabinet FCN, basé sur Reims et principalement toute la partie Grand Est de la France. Voilà, donc nous on est chargé effectivement des conseils auprès de nos clients, hein, on a à peu près 12 000 clients, potentiellement effectivement à aider et assister dans les démarches en matière de droit du travail, de droit social. Et aujourd'hui, le thème abordé, c'est l'embauche des travailleurs étrangers. Thème très complexe, très technique, souvent mal maîtrisé. C'est exactement ça. En fait, on s'est aperçu il y a un petit moment, notamment à travers nos clients, les différentes questions qu'on peut avoir, qu'en fait, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Parce qu'il y a beaucoup d'embauches de salariés étrangers et on s'est aperçu aussi que celui-ci était mal maîtrisé par les clients, mais également par d'autres personnes parce qu'en fait, il est méconnu. C'est la raison pour laquelle on a tenu à faire ce webinaire pour pouvoir vous éclairer et vous donner les petites astuces à connaître avant d'embaucher un salarié étranger. Et effectivement, dans le public, il peut y avoir des employeurs, il peut y avoir des salariés. C'est aussi à connaître quand on est soi-même, le cas échéant, travailleur étranger, pour savoir les démarches qu'il faut réaliser et des difficultés que ça peut créer aussi au regard de la législation. Donc peut-être en tant que travailleur étranger, pouvoir anticiper ces démarches auprès des employeurs qui veulent vous embaucher pour ne pas se retrouver dans une situation de blocage. Surtout que ça peut être très utile lors d'une embauche d'expliquer à son employeur qu'on connaît la législation, qu'on sait exactement comment ça fonctionne pour éviter les ennuis à l'avenir. Donc c'est toujours, à mon sens, un plus de connaître cette législation. Donc, les objectifs de cette petite demi-journée, ils vont se faire en 3 temps. Donc, on va devoir déjà identifier la situation du travailleur étranger. Premièrement, on va identifier la nationalité du salarié, également s'il peut travailler ou non. Ensuite, on va sécuriser l'embauche, ce qui signifie on va vous indiquer en fait la procédure appliquée, s'il y en a une, bien entendu, et quelles sont les obligations qui incombent à l'employeur. Et enfin, on va sécuriser donc la relation de travail. Donc, en s'assurant notamment que le salarié soit toujours en mesure de travailler sur le territoire français, notamment au moment du renouvellement ou de la perte de l'autorisation de travail. Donc, la méthodologie, elle se fait en 4 temps. Donc, nationalité, donc la vérifier. Vérifier que le salarié détient bien un titre de séjour. Lorsqu'on a vérifié ces 2 informations, on vérifie notamment que celui-ci détient une autorisation de travail. Pourquoi ? Parce que le titre de séjour et l'autorisation de travail sont parfois des choses qui sont distinctes. Et enfin, on va vérifier que l'employeur respecte certaines obligations relatives à l'embauche d'un salarié étranger. Petit aparté aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si elles sont assez courtes, je peux y répondre immédiatement. C'est Christophe qui se charge du chat. Et si elles sont un petit peu plus longues, peut-être qu'on prendra le temps à la fin de cette formation pour y répondre. Alors, tout d'abord, s'agissant de la nationalité, quand un salarié va se présenter, je parle au nom de l'employeur parce que c'est vrai que c'est la majorité de nos clients, quand un salarié se présente pour un entretien, il faudra nécessairement lui demander sa carte d'identité ou son passeport. Et c'est à ce moment-là qu'on va vérifier la nationalité du salarié. Malheureusement, le simple fait d'indiquer qu'on est français ne peut pas suffire. Il faut pouvoir le démontrer. Dès lors qu'on a un ressortissant qui est français ou bien de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse, de l'Andorre, de Monaco ou de Saint-Marin, ces personnes-là bénéficient d'une législation de libre-échange, de libre circulation, de sorte qu'ils peuvent résider et travailler sur le territoire français sans autre document que leur carte d'identité. Donc, à ce moment-là, dès lors que vous avez une personne qui est ressortissante de l'une de ces États, à ce moment-là, vous pouvez poursuivre votre embauche comme s'il s'agissait d'un salarié français lambda. Cependant, ça va se corser un petit peu dès lors qu'on a un ressortissant dit État tiers de cet État, puisque cette personne, pour travailler sur le territoire français, devra détenir un titre de séjour
et une autorisation de travail. Très important. À savoir que quand vous recrutez une personne, il y a 2 types de recrutement. On a le recrutement qui se fait sur le territoire français, celui qu'on a l'habitude d'avoir, et celui qui se fait sur le territoire. Je me suis trompée, c'est pas territoire étranger. Je reprends puisque mon PowerPoint n'est pas exact, puisque la première possibilité, c'est le salarié qui se trouve sur le territoire étranger, donc son territoire de naissance. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une procédure d'introduction. Donc, on décide. Non, c'est bon, tu dis bien, Ah, on n'est pas présent sur le territoire c'est moi, français. excusez-moi. Donc, à ce moment-là, c'est une procédure d'introduction. Et donc, ce sera à l'employeur de débuter les démarches par une autorisation de travail préalable. Ensuite, on a le cas qui est le plus fréquent, eh bien, c'est le salarié qui est sur le territoire français déjà. Et dans cette situation, il va falloir vérifier que le salarié détient bien un titre de séjour. À défaut, il sera considéré comme irrégulier et dans ces conditions, eh bien, on ne pourra pas l'embaucher. Et il est bien rappelé, le titre de séjour doit être distingué de l'autorisation de travail. C'est 2 choses différentes, on va y revenir un peu plus tard. C'est ça. Au niveau des titres de séjour, eh bien, on a différents titres de séjour qui vont être scindés en 2. On va avoir les titres de séjour qui sont issus du droit commun, donc du Code des étrangers, que nous allons voir plus tard, mais également des titres qui vont être accordés eh bien, en application d'accords bilatéraux. Ça peut être aussi bien des titres spécifiques ou des régimes spécifiques. C'est la raison pour laquelle, dès lors que vous avez un salarié étranger qui se présente pour un poste de travail, toujours s'assurer, toujours aller vérifier s'il y a un accord bilatéral. C'est possible, c'est le cas notamment pour les Algériens, pour les Marocains, les Tunisiens. On a aussi l'Afrique subsaharienne, donc toujours vérifier. Étant précisé, et c'est exceptionnel, que pour les salariés qui sont ressortissants algériens, eh bien, le droit commun issu du Code des étrangers ne s'applique pas. Eux, c'est seulement l'accord bilatéral franco-algérien qui s'appliquera. Sur les autres, par exemple, on va avoir l'accord bilatéral marocain ou tunisien. On peut avoir des dispositions spécifiques qui seront complétées par le droit commun, donc le Code des étrangers. Donc vraiment, toujours aller vérifier. C'est vraiment la première chose qu'on doit faire pour vérifier si oui ou non, on a la capacité d'embaucher ce salarié. Ensuite, dès lors qu'on a le titre de séjour, eh bien, ce qu'il faudra vérifier, c'est que ce titre de séjour vaut autorisation de travail. Parce qu'effectivement, on a bien 2 types de titres de séjour. On a ceux qui sont soumis à une autorisation de travail ultérieure et ceux qui valent autorisation de travail. Et c'est des choses qu'on doit effectivement bien vérifier avant toute embauche parce que c'est ça qui va malheureusement nous suivre jusqu'à la fin du contrat de travail. Le premier cas sur lequel on va s'intéresser, eh bien, c'est ceux qui sont soumis à l'autorisation de travail. Je parle notamment des cartes de séjour temporaires et pluriannuelles salariés. Je parle de la carte de séjour temporaire travailleur temporaire. Donc, pour la première carte salarié, ça va être donné aux salariés qui justifient d'un CDI. Et pour la seconde, donc travailleur temporaire, c'est pour les salariés qui justifient d'un contrat soit CDD, soit en intérim. Enfin, vous avez également les cartes de séjour pluriannuelles travailleurs saisonniers, donc comme son nom l'indique, pour les saisonniers. Et enfin, vous avez les cartes de séjour donc étudiant programme mobilité qui nécessitera une autorisation de travail dès lors que le salarié souhaite exercer une activité supérieure à 964 heures annuelles. En deçà, eh bien, l'autorisation de travail est donnée et donc vous pouvez embaucher votre salarié sans l'autre document. Faire attention à ce titre parce qu'effectivement, si vous prenez le verso de ce document, il est écrit, dans la majorité des cas, autorise son titulaire à travailler ou à exercer une activité professionnelle ou ce type de mention. Eh bien, si vous voulez, c'est un faux ami puisqu'en fait, cette autorisation de travail qui est clairement indiquée sur la carte, eh bien, ne vaut que dans le cadre de l'autorisation de travail ayant donné lieu à son attribution. Je m'explique. Le salarié soit n'a pas de carte, car il est dans son pays d'origine, ou alors il a une autre carte et on doit changer sa carte pour qu'il obtienne la carte salariée ou la carte temporaire, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, l'employeur va demander une autorisation de travail, on verra plus tard, bien entendu. On va lui accorder. Et là, eh bien, le salarié se déplace en préfecture pour que lui soit attribuée une carte salariée. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de dire que cette mention autorise son détenteur à travailler, eh bien, ne vaut que pour la première demande. De sorte que si votre salarié, en entretien d'embauche,
vous verse cette autorisation, ce document, carte de séjour salarié, temporaire ou autre, eh bien, à ce moment-là, sachez que vous allez être nécessairement obligé de demander une autorisation de travail. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de ne pas prévoir une embauche trop rapide, parce que ça peut prendre du temps, comme on va le voir plus tard. Ensuite, eh bien, vous avez les ressortissants qui sont dispensés d'autorisation de travail. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait simplement qu'avec cette carte, vous pouvez l'embaucher. Étant précisé que l'autorisation de travail peut être limitée, et c'est ce qu'on verra plus tard. On a différents types. Donc, dans un premier temps, on a des salariés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois de travail dans certains secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, on va les énumérer dans le prochain slide. Ensuite, on a les salariés qui sont détachés en France, travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. Enfin, nous avons donc le titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice d'une profession de santé dans le pays d'obtention, sur présentation de la décision d'affectation du ministre compétent dans un établissement de santé. Et enfin, vous avez d'autres titres de séjour qui valent autorisation de travail que nous allons voir ultérieurement. S'agissant donc des activités particulières pour lesquelles on accepte de ne pas demander d'autorisation de travail en deçà de 3 mois d'activité ou 3 mois d'activité, eh bien, on en a différentes. On a les colloques, les séminaires et les salons. Par exemple, un de vos salariés doit se présenter en Allemagne pour un... En Allemagne, ce n'est pas le bon exemple. On a un Ukrainien qui doit se présenter pour un colloque en France pour une durée de 2 semaines. Eh bien, on ne va pas lui demander une autorisation de travail. Par contre, il aura bien besoin d'un titre qui l'autorise à séjourner sur le territoire français, notamment un visa sur son passeport, par exemple. On a également les services à la personne pendant le séjour en France d'un employeur particulier. On a également la production, diffusion et cinématographique, audiovisuelle, du spectacle et de l'édition phonographique en tant qu'artiste ou personnel technique. On a le mannequinat ou les poses artistiques. On va avoir également l'émission d'audit d'expertise informatique. On va avoir les enseignants qui sont dispensés parce qu'ils sont professeurs dits invités. Ça va être le cas généralement à la faculté. Et enfin, vous avez les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques. Donc, dans ces conditions-là, la simple détention du titre de séjour ou du visa eh bien, suffit amplement pour pouvoir participer à ces différentes activités. Enfin, s'agissant donc des documents qui valent autorisation de travail, on a plusieurs, certains où on peut être sûr et d'autres où il va falloir être un petit peu plus vigilant. S'agissant de la carte de résident, ça, c'est un des titres de séjour qui est le plus sûr parce que c'est des cartes en principe qui sont données entre 5 et 10 ans. C'est des cartes qui autorisent son titulaire à exercer toute activité salariée sur le territoire français. Donc, quand vous avez ce type de titre de séjour, en principe, bien entendu, toujours vérifié, c'est un titre qui est sûr et vous pouvez vous dire que vous pouvez embaucher votre salarié. Ensuite, on a les cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, vie privée et vie familiale, ou le visa de long séjour valant autorisation de travail. Valant titre de séjour. Petite précision, les visas de long séjour valant titre de séjour, généralement, c'est donné à la première admission. On vous donne ce document et ensuite, on vous donne les cartes de séjour, la petite carte qui ressemble à votre permis ou votre carte d'identité. Dans ces conditions-là, eh bien, sur ce titre vie privée, vie familiale, en principe, et sauf exception que nous verrons dans le prochain slide, vous pouvez embaucher votre salarié sans besoin de réfléchir dans la mesure où on est dans un cadre, dans un titre qui permet au détenteur eh bien, d'exercer une activité professionnelle sans limitation, en principe. Bien entendu, toujours vérifier le verso de la carte parce qu'il est possible, dans toutes les cartes, qu'au verso, on vous indique qu'il y a des limitations géographiques qu'on verra plus tard ou d'emploi. C'est toujours écrit. Au niveau, on a également les cartes pluriannuelles passeport talent. Alors ça, ce sont des cartes qui sont très spécifiques. On vous demande de répondre à certaines conditions, notamment de diplôme, de rémunération ou bien d'activité. Donc, si vous avez des activités dites innovantes, on pourra prétendre à certaines cartes pluriannuelles. Ces cartes, elles sont spécifiques. En principe, elles valent l'autorisation de travail, mais dans certains emplois et dans certaines conditions. Donc, toujours aller vérifier. Moi, ce
ce que je peux vous conseiller dans tous les cas, c'est n'hésitez pas quand vous avez un doute, et notamment quand vous faites face à une telle carte, c'est d'envoyer un petit mail à la préfecture pour demander si oui ou non vous pouvez l'embaucher. Ça peut être très utile et ça peut vous éviter certains ennuis à l'avenir. Vous avez également la carte pluriannuelle salarié détaché ou salarié détaché mobile, ou visa long séjour valant titre de séjour, et c'est ainsi le cas pour les membres de leur famille. Vous avez également donc la carte de séjour temporaire ou pluriannuel étudiant ou étudiant mobilité, qu'on a évoqué précédemment, dès lors que vous faites travailler votre salarié sur une durée inférieure à 964 heures par an. Ces 964 heures par an, elles débutent à compter de la date de début de la carte. Ce qui signifie, par exemple, vous avez une carte étudiant qui a été donnée le 1er novembre 2023. Imaginons. Eh bien, ces 964 heures s'apprécieront jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Bien faire attention à ne pas dépasser ce nombre d'heures. Pourquoi? Parce que dès lors que vous dépassez ce nombre d'heures, eh bien, vous allez devoir demander une autorisation de travail auprès de la préfecture. Vous avez également donc la carte de séjour temporaire ou pluriannuel étudiant dans le cadre d'un cursus conclu pour un contrat d'apprentissage. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un apprentissage. Dans ces conditions-là, on n'a pas cette notion d'heure de 964 heures. C'est dans le cadre de l'apprentissage total. Sarah, je t'interromps, il y a une question et ça peut permettre de bien clarifier la chose. Là, on a une question effectivement de Najiwai qui dit effectivement qu'un salarié qui est un étudiant qui est en études d'informatique, doit-il demander une autorisation de travail pour travailler, pour faire un job alimentaire, travailler en restauration par exemple. Alors, on est bien d'accord que la limite de 964 heures va avoir une incidence. Si c'est moins de 964 heures, il n'y a pas besoin de demander une autorisation. Tout à fait. Quand c'est plus de 964 heures, il faut être en lien avec le cursus et demander une autorisation. Voilà, tout à fait, c'est ça. On le verra plus tard sur le lien avec le cursus. Il y a déjà comme je l'ai dit, il y a déjà des éléments de réponse que vous aurez dans le support. Donc, quelquefois, effectivement, parce qu'il y a pas mal de questions, on ne va pas forcément répondre aux questions, mais vous aurez les réponses dans le support, qui est très bien fait et qui permet de bien voir tous les différents cas de figure. Voilà. Et auquel cas, de toute façon, on reprendra les questions. Et si on voit que certaines questions n'ont pas été traitées dans le cadre du PowerPoint, on pourra y répondre après, il n'y a pas de souci. Et donc, concernant ces 964 heures, en principe, c'est vrai que c'est quand même difficile de se dire, mais le salarié, est-ce qu'il a travaillé avant que je l'embauche ou pas? Dans ces conditions-là, il faudra demander une attestation sur l'honneur du salarié, notamment, pour lui demander combien d'heures avant l'embauche, il a réalisé depuis le renouvellement de sa carte ou depuis sa carte. Quoi qu'il arrive, cette limite, elle est annuelle. On reviendra, quoi qu'il arrive, sur cette notion de la carte étudiante, puisqu'il y a quelques petits points de vigilance sur lesquels j'aimerais qu'on insiste. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas si ça avait été clair. En tout cas, pour les jobs alimentaires, c'est effectivement ces 964 heures qui s'appliqueront. Donc, bien faire attention quand vous faites votre contrat de travail, parce que 964 heures, ça va vite. Donc, bien faire attention, voilà. Également, ça tient compte aussi des autres jobs qu'il peut occuper ailleurs. C'est ça. Il faut vraiment être conscient que c'est un cumul d'heures. Ça, c'est pour ça que l'attestation sur l'honneur de l'étudiant sera très importante et permettra ainsi de vous couvrir à l'avenir si vous avez un contrôle, bien entendu. On a la carte également recherche, emploi ou création d'entreprise. Alors, c'est une carte qui divise un petit peu les spécialistes et les techniciens, parce qu'effectivement, quand on lit l'utilité de cette carte, c'est une carte qui permet au salarié qui a fini ses études, donc qui n'a plus les conditions pour obtenir une carte étudiant, qui n'a pas encore d'emploi et qui est en recherche d'emploi. Si on reprend l'article R5221-2, on nous dit bien que cette carte vaut autorisation de travail. Certains spécialistes et certains techniciens viennent nous dire que eux, ils sont un petit peu dans le flou, ils préfèrent faire une demande de changement de carte pour être sûr, plutôt que prendre le risque d'embaucher un salarié avec cette carte. Alors moi, je vous avoue que je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on a eu le cas au sein de notre société, simplement. On a une salariée qui avait cette carte, on a fait courir la carte jusqu'à la fin. À la fin de sa carte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un changement de statut, qu'on verra bien entendu plus tard, et qu'on nous a accepté, bien entendu, et la salariée désormais a un titre de séjour salarié. Quand je dis que je suis plutôt sûre de moi, c'est parce que si effectivement cette carte ne valait pas autorisation de travail et que j'avais embauché cette salariée, eh bien lorsque nous avons fait
notre changement de carte pour qu'elle obtienne une carte salariée à l'issue des 1 an de carte, parce que c'est assez court quand même, eh bien, l'administration l'aurait refusé pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le droit, ils ne veulent pas, je ne sais pas pour le coup, de donner des autorisations de travail rétroactives. Ce qui signifie que si j'avais embauché ce salarié sans autorisation de travail et que là, je demande une autorisation de travail pour le mois, 6 mois après, on m'aurait dit non. Non, parce que vous n'avez pas fait les démarches nécessaires à temps. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt sûre de cette réponse. Et donc, pour moi, effectivement, on peut embaucher cette salariée ou ce salarié, bien entendu, avec cette carte de séjour, tout en sachant qu'il va falloir être vigilant parce que c'est une carte d'1 an, ce qui signifie qu'il va falloir regarder la date d'expiration. Et à ce moment-là, au moment de l'expiration, il faudra demander une nouvelle carte à la salariée pour qu'elle puisse poursuivre son activité dans votre entreprise. Vous avez également donc les bénéficiaires de la protection subsidiaire, statut d'apatride et membres de leur famille. Alors, la statut d'apatride, c'est lorsqu'une personne n'a plus de je sais plus le mot. S'il n'a plus de nationalité. Nationalité, voilà, pardon. Et enfin, la protection subsidiaire, c'est lorsqu'on ne répond pas, c'est des conditions qui sont très spécifiques, qu'on ne répond pas pour les demandeurs d'asile, notamment. Enfin, on va avoir tous les documents provisoires avec la mention autorise son titulaire à travailler. Je pense notamment aux autorisations provisoires de séjour. On en a eu pas mal, nous, par exemple, pour les Ukrainiens, qui a été donné. Donc, c'est un document, c'est une autorisation provisoire, c'est un simple document où on nous indique que le salarié va pouvoir travailler jusqu'à l'expiration de ce document. C'est un document qui peut aller jusqu'à 12 mois et qui peut être renouvelé. Vous avez également le visa vacances-travail. Alors, je n'en ai jamais rencontré jusqu'à maintenant. Pour autant, c'est un visa qui vous permet de travailler à titre subsidiaire, on va dire, pour un salarié qui viendrait, pour une personne qui viendrait travailler sur le territoire français. Et vous avez également, chose que visiblement a été retirée, les demandeurs d'asile qui n'ont pas eu de réponse 6 mois après leur demande. Dans ces conditions-là, ça va être possible. Avant ou non. Je me suis permis également de rappeler que les dispositifs de droit commun ne s'appliquaient pas aux ressortissants étrangers algériens, parce que là, justement, tout ce que je vous énumère, c'est dans le cas de droit commun. Sur les salariés ressortissants algériens, ça ne fera pas partie, ça ne sera pas applicable, bien entendu. Alors, comme je vous disais, je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est la carte de séjour temporaire, où je vous disais justement que c'est un petit peu la carte où vous êtes tranquille. C'est l'avantage. En principe, vous pouvez embaucher le salarié sur n'importe quel poste, etc. Si, et uniquement si, sur le verso de votre carte, est toujours bizarre. C'est pour ça que c'est important d'obtenir le recto et le verso de la carte du titre de séjour, est bien indiqué autorise son titulaire à travailler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une petite exception. C'est lorsque le titulaire de la carte de séjour vie privée, vie familiale, en tant que membre de la famille, conjoint, enfant majeur, d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée UE dans un autre État, eh bien, celui-ci devra attendre le premier jour de la deuxième année suivant la délivrance de son titre. C'est une petite spécificité. Généralement, effectivement, c'est pas le salarié qui va vous le dire. On va pas lui demander pourquoi il a obtenu ce titre de séjour. Eh bien, dans ces conditions-là, effectivement, on n'aura pas la mention autorise son titulaire à travailler. Sinon, dans les autres cas, on pourra l'obtenir. Également, petite exception, c'est lorsque on n'a pas de délai, on n'a pas cette année obligatoire de détention du titre pour pouvoir travailler lorsque l'enfant majeur séjourne depuis plus d'1 an sur le territoire français. Donc voilà. Si ce n'est cette exception que je vous ai énumérée, la carte de séjour vie privée, vie familiale, en principe, c'est OK. Pour le coup, on n'a pas trop d'inquiétude sur ce titre. S'agissant du titre de séjour temporaire pluriannuel étudiant ou programme mobilité, petite précision, le temps de travail accompli par les étudiants au titre des JO ne sera pas décompté pour la prestation des 964 heures. Ça peut être quand même assez intéressant sur un salarié qui aura peut-être travaillé pendant 1 mois. Ce mois de travail pour les JO ne sera pas pris en compte dans les 964 heures. Petit aparté au niveau de l'autorisation de travail également. Je vous disais justement précédemment qu'il ne peut travailler que 964 heures et que si on souhaite le faire travailler au-delà, il faudra demander une autorisation de travail. Sachez que cette autorisation de travail ne sera accordée
que si le poste proposé est en lien avec les études. Je m'explique. Si, imaginons, vous embauchez le salarié, il vous dit, bon, ben, moi, je suis déjà à 900 heures. Effectivement, ça va être compliqué. Il serait intéressant de passer par l'autorisation de travail dès maintenant. Sauf que le poste que vous lui proposez, c'est un poste, par exemple, de réceptionniste, imaginons, parce que donc un job alimentaire, et que ce monsieur, il fait des études de droit, imaginons. Et bien, dans ces conditions-là, l'autorisation de travail ne sera pas donnée parce que le poste proposé, qui nécessitera l'autorisation de travail, ne sera pas en lien avec le cursus. Le fait des réceptionnistes n'a pas de lien avec le fait de faire du droit. Point de vigilance également sur l'autorisation de travail, parce que comme ce que je vous disais tout à l'heure, l'autorisation de travail, en fait, elle peut être soumise à certaines conditions, notamment d'emploi. J'ai l'exemple où je vous disais que la carte pluriannuelle talent, chercheur talent, passeport talent également, c'est des cartes qui sont assez spécifiques, qui sont limitées. On a le cas notamment du passeport talent chercheur ou chercheur en mobilité. Cette carte, elle permet l'exercice d'une activité scientifique ou de recherche uniquement dans l'établissement ou l'organisme qui a signé un protocole d'accueil, validé par l'administration. Donc, c'est très spécifique. Donc, si vous ne faites pas partie, si vous n'exercez pas cette activité, vous ne pourrez pas embaucher sans demande d'autorisation de travail ce salarié. C'est le cas également des zones géographiques. On a eu le cas il y a peu de temps, justement, d'une autorisation de travail qui avait été donnée en Guyane. Alors effectivement, la Guyane, c'est bien un dom-tom français. Pour autant, la Guyane ne peut donner des autorisations de travail que pour la Guyane. De la même manière que toute préfecture de France métropolitaine, elle, par contre, pourra donner des autorisations de travail valables seulement en France métropolitaine. Donc, bien faire attention parce que, effectivement, le salarié, il avait le droit à une autorisation en Guyane. Il a pris un avion, il est venu jusqu'en France et il s'est dit effectivement qu'il avait le droit de travailler et ce n'était pas le cas. Donc, dans ces conditions-là, bien penser à de nouveau demander une autorisation de travail. Très important. Et enfin, on a bien des conditions liées aux conditions de travail que je vous ai énumérées au slide précédent. C'est le cas notamment lorsqu'on demande une autorisation de travail pour un salarié étudiant pour qu'il puisse travailler au-delà de 964 heures par an. Là, on va demander à ce que le poste soit en lien avec le cursus. À défaut, elle sera refusée. Donc, pour résumer les propos, vous avez bien deux types de titres de séjour. Le titre où on doit bien demander une autorisation de travail avant de l'embaucher. Et un titre où, là, pour le coup, on peut l'embaucher sans nécessairement avoir à demander d'autorisation de travail. Pour le premier cas, on va s'intéresser à la procédure d'autorisation de travail. Donc, pour rappel, c'est tout nouveau contrat de travail, vos autorisations de travail. C'est pas parce que votre salarié vous dit, et ce qui arrive bien souvent, mais moi, dans mon emploi précédent, j'occupais les mêmes fonctions, j'avais exactement le même salaire, et on m'a donné une autorisation de travail, du coup, c'est bon. Pas du tout. C'est vraiment un contrat, une autorisation de travail. Donc, dès lors que vous changez d'employeur, dès lors que vous changez de métier, dès lors que vous changez de salaire, à ce moment-là, salaire, on change de contrat, bien entendu. À ce moment-là, vous devrez demander une nouvelle autorisation de travail. Exception faite, bien entendu, sur une même structure, un salarié qui a embauché en CDD, on décide de le passer en CDI, là, nécessairement, on n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation de travail. Parce qu'il y a une continuité. Parce qu'il y a une continuité, effectivement, c'est bien un même contrat qui se poursuit. Et c'est pareil pour le transfert de contrat. On a un employeur qui reprend une structure. C'est pas parce que l'employeur a changé, que nous on a changé, que nécessairement vous avez besoin d'une autorisation de travail. De la même manière que c'est le L1224-1 qui s'applique simplement. Toujours lié à cette continuité. S'agissant de la demande, ce sera à l'employeur de la faire, pas au salarié. Désormais, en fait, vous pouvez la faire de manière numérique, électronique, sur le site du ministère de l'Intérieur. Je vous ai mis le site sur le PowerPoint. Il va falloir donc également joindre des documents. J'entends notamment le CV pour vérifier qu'on a des liens avec le cursus, le titre de séjour du salarié, le passeport du salarié. On va vous demander tout un tas de documents qui sont en lien aussi bien avec le salarié, son cursus, mais également avec le poste proposé. Au niveau de la demande, sachez que l'administration a 2 mois pour vous répondre. C'est pour ça que c'est important de s'y prendre vraiment en avance.
Cette procédure d'autorisation de travail, elle peut être complétée par une demande de carte de séjour, que nous verrons après. C'est ce qu'on appelle un changement de statut. Dans ces conditions-là, il faudra le prendre en compte aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez devoir demander déjà l'autorisation de travail dans un premier temps. Et ensuite, dès lors que vous l'obtenez, eh bien, ça sera au salarié d'aller à la préfecture pour demander son titre de séjour. Et à ce moment-là, ça peut prendre 3 à 4 mois. Donc, bien penser à effectuer les démarches en avance. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, soit, on a déjà eu le cas, aux employeurs qui décident d'employer le salarié alors qu'on n'a pas tous les documents. Et donc là, on est dans une situation de travail régulier. Soit, on va devoir reculer la date d'échéance, qui peut être problématique, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, en termes d'organisation notamment. Donc, bien être vigilant sur ce point. Au niveau de l'instruction, vous allez commencer votre recherche. Il va falloir que vous respectiez certaines obligations et certaines informations avant de pouvoir rédiger cette demande. Dans un premier temps, vous avez des obligations qui sont préalables. Vous allez devoir les vérifier avant toute demande. Le premier, c'est que vous avez bien répondu à vos obligations déclaratives. J'entends vos déclarations de TVA, j'entends vos impôts, toutes déclarations en fait obligatoires qui sont imposées à une entreprise. Ensuite, vous allez devoir respecter les conditions réglementaires. Si par exemple, je parle, nous, on est dans un cabinet d'expertise comptable, que le salarié, s'il est expert comptable, qu'il est bien inscrit à l'ordre, ce genre de choses, bien vérifié. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Parfois, on n'a pas du tout d'obligation réglementaire. Par ailleurs, vous allez devoir également regarder que l'emploi que vous proposez est en adéquation avec le diplôme et l'expérience, parce que effectivement, l'administration peut effectivement refuser, même si vous êtes dans les clous, peut refuser l'autorisation de travail. Pourquoi? Parce que c'est un emploi qui n'est pas en adéquation avec son cursus. Ça reste quand même à la discrétion de l'administration qui se doit effectivement de vous le justifier. Mais toutes ces obligations-là, il pourrait dire, on a un salarié qui ne trouve pas d'emploi dans son domaine, ce qui arrive très souvent quand on est en sortie d'école. Ce monsieur, il a fait du droit, on va revenir. Et puis, il ne trouve pas de job, donc il faut bien qu'il se nourrisse. Et il décide d'occuper un autre emploi. L'administration risque de refuser, malheureusement. Ensuite, vous avez bien une obligation d'opposabilité de la situation de l'emploi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dès lors que vous avez une embauche d'un salarié et que vous auriez pu prendre un salarié français ou ressortissant de l'UE, on a ce qu'on appelle une préférence. Donc, ça veut dire que si vous auriez pu embaucher une autre personne, à ce moment-là, on préfère que vous embauchiez cette personne-là plutôt que la personne étrangère. C'est notamment le cas d'une personne qui est au chômage. On va estimer que cette personne-là aurait pu obtenir le job et donc sortir de cette situation de chômage. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va vous demander de l'embaucher. C'est une procédure qui se fait en plusieurs temps. Il y a des exceptions à cette procédure, des exceptions qu'on verra dans le slide suivant. Donc, ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de faire une offre, de la diffuser sur France Travail ou sous tout autre organisme concurrent au service public du travail. Bon, en principe, c'est l'APEC ou le France Travail. On va devoir la publier pendant 3 semaines. Et ce n'est que si pendant ces 3 semaines, on ne reçoit aucune candidature valable qu'on va pouvoir donc procéder à notre demande d'autorisation de travail parce qu'on considérera que la situation de l'emploi est opposable et qu'on a bien respecté nos obligations. C'est un peu contraignant. Pourquoi? Parce que Pôle emploi, et je pense que bon nombre de gérants, d'employeurs ont déjà fait face à ce genre de situation. Parfois, Pôle emploi, ils lisent votre offre d'embauche. Il y a tout un tas de caractéristiques. On va demander à parler certaines langues, d'avoir un certain niveau de diplôme. Et parfois, Pôle emploi vous envoie des candidats qui, eux, ne répondent pas en totalité à l'annonce. Ça arrive très fréquemment. Le problème, c'est que provient de cette notion de valable. En fait, à partir du moment où ils vous ont présenté des candidats, l'administration, en fait, elle va estimer que vous avez eu une candidature valable pour la plupart des cas. Et donc, cette opposabilité de la situation ne sera pas respectée et donc vous ne pourrez pas demander votre autorisation de travail dans la mesure où vous n'avez pas respecté cette obligation. Ça peut être très, très contraignant. Au-delà de ça, vous pouvez également avoir quelqu'un qui répond parfaitement à votre annonce. Sauf que malheureusement, en entretien, monsieur il se comporte mal, il parle mal. Voilà, parfois, on aime embaucher des gens avec qui on a confiance, ce genre de choses. Malheureusement, ça ne suffira pas pour pouvoir embaucher le salarié étranger. Là, on va vous dire, soit vous embauchez personne, soit vous embauchez la personne qui s'est présentée et qui est ressortissant français.
C'est la problématique. Honnêtement, c'est à la discrétion du Pôle emploi, tout en sachant qu'en plus, pour faire votre autorisation de travail, on va vous demander des documents relatifs à cette opposabilité. Donc, sans les documents, vous n'aurez pas l'autorisation de travail, ce qui est assez dommage. Enfin, lorsque vous avez répondu à l'ensemble de ces obligations, eh bien, vous allez pouvoir demander votre autorisation de travail. Cette demande, eh bien, elle peut prendre jusqu'à 2 mois à compter de la demande complète. L'administration ensuite pourra vous répondre explicitement. Lorsqu'elle le fera, elle répondra aussi bien à l'employeur qu'au salarié, mais il est également aussi possible qu'elle ne vous réponde pas. Et donc, le silence de l'administration vous refuse. C'est très important. Et je rappelle également que si l'administration vous accorde l'autorisation de travail, celle-ci peut être limitée. Bien entendu, ça sera indiqué sur l'autorisation de travail. Donc, bien faire attention à l'autorisation qui vous est accordée. S'agissant de l'opposabilité, donc je vous ai expliqué que lorsque on demande une autorisation de travail, eh bien, il va falloir respecter cette opposabilité de la situation, mais on a des exceptions. Je parle notamment des métiers en tension. Les métiers en tension, eh bien, ce sont les métiers où il y a plus d'offres que de demandes. Donc, ça veut dire qu'on peine à recruter. Et à ce moment-là, il sera bien plus facile de recruter un salarié ressortissant état tiers plutôt que dans une autre situation. Les métiers en tension, eh bien, ils sont énumérés sur une liste qui a donc été établie par un arrêté préfectoral du 1er avril 2021 et qui est mis à jour chaque année. La dernière mise à jour, elle a eu lieu le 1er mars 2024. À titre d'exemple, on va avoir notamment dans la restauration, on va avoir les métiers pénibles, ce genre de choses. On a en 2024 les métiers liés à l'agriculture qui ont été ajoutés. Voilà. Ça, c'est ce genre de métier, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver sur l'arrêté, mais également sur un simulateur qu'on va évoquer plus tard. Également, si par exemple dans la liste que je vous ai émise, la liste du 1er avril 2024, votre métier n'en fait pas partie, parce qu'effectivement, c'est très spécifique. C'est des métiers spécifiques qui sont accordés en fonction d'un domaine d'activité, d'un territoire, d'une région ou du territoire national. Donc, c'est très spécifique, il faut bien les vérifier. Si le métier qu'on souhaite proposer à notre salarié ne fait pas partie de cette liste des métiers en tension, toujours aller vérifier s'il n'y a pas un accord. Parce que c'est fort possible qu'un accord prévoit ce qu'on appelle des accords relatifs au flux migratoire. Et il est possible que cet accord prévoit des métiers supplémentaires. Donc, toujours aller vérifier. Au niveau des accords, on a la République du Congo, le Sénégal, le Bénin, la République de Maurice, le Cap-Vert, la Russie, le Monténégro, la Géorgie, la Serbie et le Burkina Faso. Et comme je vous disais, tout en sachant que ce simulateur n'est pas opposable, bien qu'il ait été créé par l'administration française, ce qui est assez contradictoire à mon sens, mais pour autant, c'est comme ça, vous pouvez aller sur le simulateur, vous avez simplement à indiquer la région, donc nous, par exemple, c'est le Grand Est, de mettre le métier souhaité, donc imaginons c'est la comptabilité, pour un métier de comptable, parce qu'il faut mettre le secteur d'activité et le métier qui est proposé, et ensuite la nationalité du salarié. Et là, ce simulateur va vous dire si oui ou non vous devez respecter l'opposabilité de la situation. Comme je vous le disais, il n'est pas opposable. Et effectivement, nous, on s'est retrouvés une fois à être en contradiction avec l'administration, en application de l'arrêté du 1er avril 2021, en application du simulateur. Et je ne sais pas pourquoi l'administration n'était pas d'accord. Et nous disait que ce n'était pas le cas. On a un petit peu bataillé, on a réussi à l'avoir, mais on a fait face, dans un premier temps, à un refus. Donc, parfois, voilà, il faut s'accrocher un peu. C'est un outil et c'est une aide, mais effectivement, ça n'empêche pas de vérifier par rapport au texte qu'on est bien dans le cas d'exception. Mais malheureusement, comme tu le disais, les simulateurs, c'est aussi valable en matière fiscale, sont quelquefois ou sont pas opposables, et même l'administration qui les a mis en place les conteste par la suite. Donc c'est une difficulté. Pour autant, c'est un outil quand même très utile qui, dans la plupart des cas, permet quand même de valider le cas d'exception. Exactement. On a également des emplois qui sont visés par un arrêté de 84. C'est très spécifique. On aura les interprètes de conférences, les techniciens venus pour monter un équipement importé, des jeunes de 14 à 16 ans accomplissant des travaux saisonniers pendant les vacances scolaires et bien entendu les stagiaires. Vous avez également le cas des étudiants en fin de cursus, notamment et surtout pour ceux qui ont obtenu un diplôme de grade master ou équivalent.
Pour cela, on va devoir répondre à 3 conditions. La troisième, généralement, c'est la plus compliquée. Eh bien, le salarié doit avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au master ou à un niveau égal. Le poste proposé doit être en lien avec ce diplôme. Et la troisième, c'est que le poste proposé doit prévoir une rémunération égale ou supérieure à 1,5 fois le SMIC. Alors, je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'en sortie d'études, il est bien rare, sauf peut-être en région parisienne où les salaires sont peut-être un peu plus élevés, il est bien rare qu'on nous propose un salaire équivalent à 1,5 fois le SMIC. Généralement, on nous propose des rémunérations qui sont plus basses parce qu'on est en sortie d'école. Donc, effectivement, c'est toujours un peu complexe. Mais malheureusement, pour avoir presque la certitude, pour avoir de grandes chances qu'on nous accepte l'autorisation de travail et donc justifie d'une exception à l'opposabilité de la situation, eh bien, il faudra répondre à ces 3 critères. On a également les étrangers mineurs, dès lors qu'ils ont un droit, c'est accordé de droit, notamment pour le contrat d'apprentissage, qui paraît plutôt évident. Et vous avez les étrangers mineurs qui sont confiés donc à l'aide sociale à l'enfance, qui ont entre 14 et 18 ans et qui demandent leur admission exceptionnelle au séjour pour pouvoir prétendre à une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. C'est très spécifique. Pour autant, en ma qualité de juriste en droit du travail, au-delà du fait que c'est compliqué d'embaucher un salarié étranger, ça l'est d'autant plus s'il est mineur. Et on va vous demander beaucoup de choses. Donc, c'est des procédures qui sont assez complexes, honnêtement. Et enfin, vous avez les autres cas. Dès lors qu'un salarié se présente, je prends le cas de tout à l'heure, le salarié se présente, il vous dit « Moi, j'ai une carte de séjour salarié. » Bien entendu, on se doit de faire une autorisation de travail. Pour autant, on va être exempté de respecter cette obligation, cette opposabilité de la situation, parce que là, dans ces conditions-là, eh bien, on ne va pas être obligé parce qu'on a déjà la carte. Donc, on estimera que vous pouvez demander l'autorisation de travail sans passer par l'opposabilité de la situation. Voilà. Ça marche aussi bien pour les cartes de séjour salariés, de séjour travailleur temporaire, de séjour étudiant et pour les demandeurs d'asile. Voilà. Si votre salarié répond à l'une de ces 5 exceptions, eh bien, à ce moment-là, vous ne serez pas obligé de passer par l'étape précédente, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'à vérifier si vous avez bien répondu à vos obligations préalables et à ce moment-là, il vous suffira simplement de procéder à la demande d'autorisation de travail et d'attendre le délai imparti. Petite précision, on va faire un petit focus sur la loi immigration, ça me semblait important. Parce que comme je vous le disais, bon nombre d'employeurs, et je sais que ce n'est pas du tout en quelque chose d'anodin ou d'anecdotique, certains employeurs font pas trop attention au titre de séjour, il y a un peu laissé aller sur ce point, et embauchent un salarié sans qu'il ait la possibilité en fait, de travailler sur le territoire français. Alors, il y a le salarié qui a le droit de résider, mais qui n'a pas d'autorisation de travail. Mais on a le cas un petit peu plus grave du salarié qui, lui, n'a ni l'autorisation ni le titre de séjour. Et dans ces conditions-là, on a créé une loi du 26 janvier 2024 qui vient nous dire qu'on peut corriger cette situation par une autorisation exceptionnelle au séjour à la seule initiative du salarié. Donc là, dans ces conditions-là, en votre qualité d'employeur, vous n'avez rien à faire puisque ce n'est pas votre ressort, ce sera l'employeur. Et on va voir pourquoi c'est problématique cette nouvelle loi. Donc peut-être nous dit qu'une carte temporaire portant la mention travailleur temporaire ou salarié d'une durée d'1 an et d'un document sécurisé justifiant l'autorisation de travail peuvent, j'ai bien dit peuvent, être délivrés jusqu'au 31 décembre 2026 aux salariés en situation irrégulière, sans exigence de visa de long séjour, à étrangers qui remplissent les conditions suivantes. Première condition. On a le salarié qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers en tension. J'en fais référence au slide précédent. Durant au moins 12 mois consécutifs ou non, et ce, au cours des 24 derniers mois. Première condition. Deuxième condition, à l'heure actuelle, le salarié doit occuper un salarié en tension. Et enfin, il doit justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France.
La problématique, c'est que pour la première, la première condition, il faut que le salarié qui se présente à la préfecture soit en mesure de justifier qu'il a bien travaillé 12 mois continus ou non au cours des 24 derniers mois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les bulletins de paie qu'il a reçus parce qu'il a quand même été déclaré au niveau de l'URSSAF. Le problème, c'est que vous l'avez embauché pendant ce temps-là de manière régulière parce qu'il n'avait pas de titre de séjour d'autorisation de travail. Et le problème, ça va mettre en avant le fait que vous vous êtes mis dans une situation illégale. Et donc, ça va mettre en avant et ça va alerter l'administration. C'est pour ça que c'est un petit peu tendancieux, tout en sachant que je reviens sur le point essentiel, c'est que ce titre de séjour peut être délivré. C'est à la discrétion et à l'unique discrétion du préfet. Et je vais être très honnête, on a eu des retours de certains collaborateurs dans certaines régions où le préfet a été très clair en disant qu'il n'en donnerait jamais. Ce qui signifie que la demande va être réalisée. Le salarié va faire toutes ces petites démarches parce qu'effectivement, le salarié, ça fait 2 ans qu'il travaille sur le pays. C'est évident qu'il aimerait être régularisé. Et ça, on comprend bien. Pour autant, l'employeur, il risque d'avoir un contrôle de l'administration. Parce qu'on va dire, regardez, ça fait 3 ans que vous embauchez un salarié qui n'a pas de titre de séjour. Donc, par conséquent, qui n'a pas d'autorisation de travail. Et donc, contrôle vient, sanction pourrait donc être tombée, malheureusement. Donc, le salarié, l'employeur peut donc s'exposer à des amendes administratives pour l'embauche d'un salarié étranger, qui vont jusqu'à 20 000 €, je crois. Je n'ai plus le montant exact en tête. On va avoir des sanctions également administratives, type fermeture administrative. Si votre société, elle obtient des subventions, il se peut que les subventions soient suspendues ou interrompues. Donc, en fait, les conséquences peuvent être graves. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu problématique dans la mesure où, en plus, si imaginons que vous avez eu un salarié que vous n'avez pas déclaré correctement, le contrat a été rompu parce qu'il a démissionné, le monsieur, il occupe un autre emploi, et là, il lui dit, on va peut-être trouver une solution pour que tu sois régularisé, et il va servir de vos bulletins de paie alors que ce salarié n'est plus dans la structure. Et donc, ça risque de se retourner contre vous. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que dès que vous avez un salarié qui se présente et qu'il est ressortissant état de chair, pensez bien à faire toute la procédure énumérée précédemment. Donc, pour résumer l'embauche, si vous voulez, il faut bien vérifier la nationalité du salarié. S'il n'est pas ressortissant de l'Union européenne, Suisse, Andorre, Saint-Marin, je crois que j'ai fait tout, Monaco, on va devoir lui demander son titre de séjour. S'il a un titre de séjour, bien entendu, qu'il est valide, ça coule de source, mais parfois on a eu des cas où le salarié présentait un titre de séjour qui était expiré. Ensuite, si le titre de séjour, on vérifie bien entendu que ce titre de séjour vaut autorisation de travail. Si ce n'est pas le cas, on demande immédiatement une autorisation de travail qui sera peut-être soumise à l'opposabilité de la situation, et donc on sera contraint de mettre une offre sur le France Travail, d'attendre ces 3 semaines, et ensuite on pourra faire l'autorisation de travail. Ensuite, dès lors qu'on obtient l'autorisation de travail, on peut faire travailler le salarié. Je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué précédemment sans vous le détailler, c'est le changement de statut. Le changement de statut, c'est quand vous avez un salarié qui est effectivement de manière régulière, j'insiste sur le caractère régulier de la présence du salarié, il séjourne en France, sauf que ce monsieur, il a un titre de séjour qui ne lui permet pas de travailler ou qui ne correspond plus à sa situation actuelle. Je m'explique, on a le salarié qui était étudiant, il avait un titre de séjour étudiant, le titre arrive à expiration, il est évident que le salarié ne peut pas demander de travailler avec son titre. Il ne peut pas demander à obtenir le renouvellement de ce titre parce qu'il ne répond plus aux conditions d'être encore en études. À ce moment-là, il faudra changer son titre de séjour en titre de séjour salarié, travailleur temporaire, passeport annuel, ce genre de choses. À ce moment-là, il faudra changer. On a le cas également d'un ressortissant qui détient un titre de séjour qui ne lui permet pas de travailler. Je pense notamment au titre de séjour visiteur. Ces titres de séjour, en fait, quand le salarié se présente en préfecture pour résider sur le territoire français, il s'engage à ne pas travailler. Ce qui fait que et on a déjà tenté, pour être très honnête avec vous, on a déjà tenté, malheureusement on a eu un refus. À ce moment-là, quand on va faire l'autorisation de travail, il va falloir dire le titre de séjour que le salarié a. Et si vous ne précisez pas que c'est pour un changement de titre, ils vont vous dire non. Vous vous êtes engagé dans le cadre de ce titre de séjour à ne pas travailler. Donc, il est bien évident qu'on ne vous donnera pas d'autorisation de travail.
Dans ces conditions-là, eh bien, on va procéder à un changement de statut. Alors, c'est un petit peu le même principe que sur une introduction, honnêtement, puisque ce sera à l'employeur de faire une demande d'autorisation de travail, donc dans les mêmes conditions qu'on a pu voir précédemment. Par contre, petite subtilité, à la fin de votre demande, vous allez avoir une case observation remarque. Et dans cette case observation remarque, il est nécessaire d'indiquer que la demande qui est réalisée l'est faite dans le cadre d'un changement de statut pour que le salarié, par exemple si c'est pour qu'il ait un statut salarié, pour que le salarié obtienne un quart de séjour salarié. Si vous ne mettez pas cette instruction, eux vont penser que la demande d'autorisation de travail, eh bien, elle est faite dans le cadre du titre de séjour en cours. Et donc, on risque de vous le refuser. Dès lors que vous obtenez l'autorisation de travail, là, ça sera à l'employeur de jouer. Et donc, ce sera bien à lui de se présenter en préfecture avec son autorisation de travail et de demander le bénéfice du titre de séjour demandé. Ça peut prendre du temps, beaucoup de temps, parce que quand le salarié se présente pour prendre un rendez-vous, généralement, alors ça dépend où vous vous situez en France, bien entendu, juste pour avoir le rendez-vous avec la préfecture, c'est entre 1 et 2 mois. Et ça peut être plus long sur certaines préfectures, donc faites bien attention, parce que ça peut être long. Ensuite, dès lors que vous obtenez ce rendez-vous en préfecture, là, le salarié, normalement, pour obtenir un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler. Mais cette latence de temps, en fait, ça peut être très long. C'est pour ça que bien faire attention au délai et ne pas penser à embaucher trop vite, parce que ça prend énormément de temps. Je suis. Ensuite, s'agissant du renouvellement, donc comme je vous disais pour les objectifs, le but c'est de sécuriser l'exécution du contrat de travail. Donc c'est de vérifier tout au long de l'exécution du contrat de travail que ce salarié a bien la capacité en fait de travailler. Normalement, vous avez une date d'expiration, donc c'est à l'employeur de s'assurer que le salarié a toujours son titre de séjour. Et lorsqu'on arrive près de l'expiration, eh bien de s'assurer que les démarches ont été réalisées par le salarié en temps utile. Évidemment, alors je reconnais que ce n'est pas très juste, pour autant, c'est sur cet employeur que repose cette obligation. Et s'il ne le fait pas, évidemment, ça se retombera contre lui. Donc, bien faire attention. Pour ça, il suffit simplement, petit conseil, de demander au salarié 2-3 mois avant, à minima, où il en est dans ses démarches, de lui demander si les démarches ont été réalisées et de nous les justifier, c'est-à-dire en donnant des documents. S'il a réalisé sa démarche sur le ministère de l'Intérieur, il nous fait une capture d'écran à minima. Et bien entendu, qu'il nous tienne à jour des démarches. Il faut vraiment qu'on soit derrière le salarié. Là, on n'a pas le choix. Même si vous avez quelqu'un un salarié qui est très bien et qui fait tout en temps, il faut quand même être derrière lui pour être sûr. Parce que si, par malheur, il y a un petit loupé, ça retombera sur l'employeur. Donc, bien faire attention. Comme je vous disais, la demande de renouvellement, c'est un peu comme la demande d'autorisation de travail. Ils ont un délai de 2 mois pour pouvoir vous répondre à la fin de la clôture des démarches. Étant précisé que l'autorisation de travail qui vous sera donnée, eh bien, elle sera donnée dans la limite du contrat de travail, bien évidemment, sauf si vous êtes dans un cas de dispense, bien entendu, ou de la mission restant à pourrir. Alors, on va avoir le cas où justement le renouvellement soit n'a pas été fait parce que le salarié était négligent et que l'employeur n'a pas réalisé les démarches d'information préalable, ou que simplement ça arrive, on n'est pas du tout de titre de séjour depuis le début, ça nous est déjà arrivé, ou qu'on a laissé le temps, on n'a pas fait attention à la date d'expiration, on laisse et puis on se rend compte qu'en fait le salarié il n'a plus de titre. Donc dans ces conditions-là, on va vous dire comment réagir face à ce type de situation. Par des cas pratiques, parce que je trouve ça beaucoup plus simple de compréhension. N'hésitez pas à poser des questions, parfois ça peut être spécifique, donc n'hésitez pas. Le cas numéro 1, c'est un salarié qui n'a pas réalisé les démarches dans les temps. Ça veut dire que son titre de séjour, il s'arrête le 31 octobre et puis on est le 1er novembre. Donc c'est un petit peu problématique. Et qui n'est plus autorisé à exercer une activité professionnelle du coup sur le territoire. Qu'est-ce qui se passe? Le principe, si on s'en tient au code du travail, c'est que le contrat doit être rompu immédiatement.
Alors, ce n'est pas un cas de licenciement. C'est quelque chose qui est différent du licenciement. C'est une cause objective de rupture. La cause objective, c'est le fait qu'il n'est plus, c'est l'absence d'autorisation de travail. Dans ces conditions-là, la jurisprudence vous indique que vous n'avez pas à respecter la procédure de licenciement, donc qui comprend convocation, entretien, notification. Là, vous avez simplement à notifier à votre salarié qui n'a plus de titre que son contrat est rompu du fait de l'absence de renouvellement. Après, en pratique, bien que ce ne soit pas ce qu'il y a de plus conseillé, honnêtement, si le salarié est un petit peu négligent, mais qu'il y a 2-3 jours de négligence, on regarde en délai aussi. S'il nous dit le 3, il dit non, mais le 3, je le fais, j'essaye, etc., on peut lui laisser un petit délai. Bien qu'en principe, ce ne soit pas conseillé. Je sais qu'en pratique, ça se fait beaucoup. On se dit que si on lui accorde son autorisation de travail, ce qui arrive sur 2-3 jours, bien on suspend le contrat. On prévient bien le salarié par écrit que son contrat est suspendu. Bien entendu, il n'y aura pas de rémunération, mais ça nous évitera de rompre le contrat. Mais il faut quand même avoir un peu de bille. C'est-à-dire que si le salarié, on voit qu'il est négligent, etc., on licencie tout de suite. Là, si on a un salarié qui nous dit « Non, mais je les ai réalisés, tenez, c'est vrai que j'étais un peu en retard, je reconnais. » ou alors qui nous prévient le dernier jour de l'expiration. Bon, sur ce point-là, effectivement, moi, j'aurais même une tendance à conseiller effectivement la suspension du contrat de travail et jusqu'à régularisation de la situation. Et ensuite, eh bien, le contrat reprendra son cours lorsque le salarié sera en mesure de justifier d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail valable. Petite astuce également, sur les contrats de travail, n'hésitez pas, sur le contrat de travail étranger, à mettre une petite clause relative à sa situation, le fait qu'il soit ressortissant étranger, et dire, en indiquant que dès lors que le salarié n'aura plus d'autorisation de travail ou de titre de séjour, eh bien, on pourra le licencier on pourra rompre son contrat, pour cette raison. Voilà, n'hésitez pas, surtout, ça fait un petit rappel au salarié, comme ça, on pourra dire que il était prévenu et que si lui est négligent, déjà c'est de sa faute, mais qu'en plus il a été averti dans son contrat de travail. Ensuite, on a le cas numéro 2, c'est un salarié qui détient une carte pluriannuelle de 4 ans, j'insiste sur la durée, a réalisé dans le temps ses démarches, mais les démarches relatives au renouvellement, elles prennent un peu de temps, et pour l'instant, à l'expiration du titre, on n'a rien. Mais on n'a pas de document, c'est-à-dire qu'on a juste le salarié qui a réalisé ses démarches, mais on n'a pas de document qui nous autorise à travailler. Eh bien, dans ces conditions-là, on a l'article 433-3 du CESEDA, c'est le Code des étrangers, qui nous dit que lorsqu'un étranger qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure d'1 an prévu par une stipulation internationale et est en demande de renouvellement, donc il a commencé les démarches, eh bien, dans ces conditions-là, on peut le faire travailler. Donc, il est considéré comme en situation régulière. Il est considéré comme pouvant travailler à compter de la date d'expiration de son document, et ce, jusqu'à la date de décision définitive de sa demande d'autorisation de travail. Étant précisé que la limite, c'est 3 mois. C'est-à-dire qu'on a de la date d'expiration jusqu'à 3 mois. Si la décision intervient plus tard, effectivement, on ne pourra pas s'en servir. Le Code du travail nous prévoit également que cette tolérance, elle peut être accordée également pour les cartes de séjour temporaires ou les cartes de séjour pluriannuelles d'une durée inférieure, pour autant dans l'attente d'un décret. Ce qui signifie que pour l'instant, à ce jour, on ne peut pas considérer qu'un salarié qui est détenteur d'une carte, imaginons temporaire, pourrait effectivement continuer à travailler avec un titre de séjour venu à expiration. Ensuite, on a le cas numéro 3, et bien c'est le salarié qui a fait les démarches dans les temps, qui malheureusement n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de travail, ce qui peut arriver pour une raison X ou Y. Dans ces conditions-là, on revient à cette obligation, la jurisprudence qui nous indique que le fait de ne plus avoir d'autorisation de travail ou de titre de séjour constitue une cause objective de rupture du contrat de travail, de sorte qu'on est contraint dans cette situation, eh bien, de rompre le contrat immédiatement du salarié. Très important, parce que si vous ne le faites pas, vous vous attendez un petit peu, l'administration pourrait vous le reprocher, et donc vous pourrez vous exposer à des sanctions administratives. Donc, faire très attention. Cette jurisprudence, elle nous apporte aussi un élément intéressant. Elle nous dit que l'irrégularité de la situation du salarié ne constitue pas en soi une faute privative des indemnités de rupture.
Ce qui signifie qu'on va rompre le contrat, on va certes pas respecter la procédure de licenciement, mais on va devoir lui verser une indemnité. Si on regarde un peu dans le code du travail, cette indemnité, elle est traitée. Elle est traitée, sauf qu'en fait, si on lit bien le texte, il est indiqué très clairement que le salarié aura droit à quelque chose de favorable s'il y a eu des périodes d'irrégularité. C'est-à-dire si le salarié a travaillé dans votre structure, sans titre de séjour et sans autorisation de travail. Sauf que là, dans notre cas, nous, on a tout fait. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour, on a essayé de voir avec le salarié. Et là, le dernier jour, il nous dit, j'ai toujours rien. À ce moment-là, le dernier jour, on nous dit, j'ai pas reçu l'autorisation de travail. Donc, on sait qu'il ne l'a pas, pardon. On sait qu'il ne l'a pas. Donc, là, il faut le rompre avant la fin ou dernier jour, à minima, du titre de séjour. Dans ces conditions-là, on n'a aucune période irrégulière ni illicite. Sauf que le code du travail, il prévoit ça. Donc, on se retrouve sans information. Comme le texte ne traite pas des périodes qui ne sont pas illicites, il va falloir se référer à cette seule jurisprudence qui vient nous dire pas privative d'indemnité. Donc, nous, on conseille toujours de verser à minima, sans explication plus précise, l'indemnité de licenciement et de préavis, bien entendu, et ça pour tous les cas, l'indemnité de congé payé. Mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans un flou parce que le code du travail n'a prévu qu'une possibilité et c'est celle du travail illicite. Quatrième cas, et là on en vient au travail illicite justement, le salarié n'a pas obtenu son renouvellement de son titre, n'a pas réalisé les démarches et le contrat se poursuit parce que personne n'a fait trop attention à l'expiration. L'employeur n'a pas jugé utile de prévenir son salarié et on se retrouve à l'expiration puis le salarié travaille. Et là, on se rend compte 2-3 mois après que mince, on a un salarié qui est en situation régulière. Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, la procédure, c'est pareil que pour une situation régulière. Cause objective de rupture du contrat de travail. Donc, simple notification de licenciement à envoyer. Bien entendu, à effet immédiat. Je ne l'ai pas précisé, mais ça me paraissait évident. Mais maintenant que j'en parle, c'est vrai que c'est important de le préciser. Et enfin, là par contre, le Code du travail va nous préciser les modalités d'indemnité à lui verser. Et là, c'est intéressant, puisque le Code du travail nous indique que le salarié étranger a droit au titre de période illicite de travail, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité qui est la plus favorable entre soit une indemnité forfaitaire de 3 mois. Généralement, c'est la plus intéressante. 3 mois de salaire sur un salarié qui est là depuis 1 ou 2 ans, il n'aura jamais autant. Ou alors, si elle est plus favorable, l'indemnité de licenciement, de préavis, et bien entendu, congé payé, si on est dans le cadre d'un CDI, et si on est dans le cadre d'un CDD, là par contre, bien entendu, ce sera les indemnités liées à la rupture du CDD, donc les dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé jusqu'à la fin de son contrat. Bien entendu, l'indemnité de précarité et toujours les congés payés. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que le temps court et on était parti sur 1 heure. Enfin, à la fin de tout ça, j'ai vu la question. Quand vous avez vérifié que votre salarié a effectivement l'autorisation de travail, il va falloir vérifier le titre de séjour. Très important. Donc, vous allez embaucher votre salarié. Eh bien, 2 jours ouvrables avant la prise de poste, avant l'embauche, eh bien, il vous faudra contacter la préfecture. Alors, soit ils ont le site qui est dédié, qui est très bien fait, ce qui arrive sur cette préfecture, soit vous avez une adresse mail et vous devez donc adresser à la préfecture le titre de séjour pour vérifier si celui est valable. Donc, ils vont vous dire si c'est un vrai, si c'est un faux, etc. C'est une obligation. Si vous ne le faites pas, s'il y a un souci à l'avenir, ça va se retourner contre vous. Donc, c'est vraiment une obligation. Lorsque vous avez fait ça et que le délai de 2 jours est épuisé, eh bien, si vous n'avez pas de réponse de l'administration, dans ces conditions-là, eh bien, vous êtes réputé avoir accompli vos obligations et donc c'est considéré comme un titre de séjour valable. Et vous êtes tranquille. Et à ce moment-là, vous devrez procéder, bien entendu, aux obligations sociales telles que la DPE, rédaction de contrat, etc. Petit aparté sur la traduction du contrat de travail. Ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que ça se fait pas de droit, ce n'est pas de manière automatique. Pour autant, le salarié pourrait effectivement vous demander à ce que ce contrat soit traduit dans sa langue natale. Et à ce moment-là, vous serez effectivement tenu de le faire. Mais ce n'est qu'à la demande du salarié. Enfin,
vous avez une taxe qui est nécessaire, malheureusement, lorsque vous embauchez un salarié sur son premier séjour en France. Donc, c'est une taxe à s'acquitter qui doit être déclarée par l'employeur lui-même sur sa TVA. Donc, le texte est soumise à une taxe, la première admission au séjour en France d'un travailleur étranger pour l'exercice d'une activité professionnelle qui serait soumise à une autorisation de travail. Donc, dans le cas où on a une autorisation de travail, on la demande, eh bien, on va devoir déclarer cette demande et à ce moment-là, une taxe, malheureusement, sera versée par l'employeur, qui peut être plus ou moins importante. Je vous ai mis le montant de cette taxe, donc elle varie en fonction de la durée de l'embauche, du contrat, sauf pour les saisonniers, qui va être un montant fixe. Donc, pour les travailleurs permanents, donc un contrat qui est supérieur à 12 mois, ça va être 55% du salaire, donc ça peut être important, sans dépasser 2,5 fois le SMIC. Pour les salariés qui... en fonction... SMIC. Ouais. Pour les travailleurs qui sont temporaires, donc compris entre 3 et 12 mois, eh bien, la taxe va être forfaitaire et va diminuer en fonction, bien entendu, du salaire proposé. Voilà. Et pour les saisonniers, peu importe la durée du contrat, ni le salaire, etc., eh bien, ce sera une taxe qui sera de 50 € par mois de travail. Donc, bien penser à cette taxe et surtout bien penser à la déclarer. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette thématique. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. Là, on va s'intéresser aux questions. Sur le chat, effectivement, j'ai essayé de répondre au maximum de questions. Alors, d'abord, je fais au mieux, parce que j'essaie de suivre en même temps le déroulé par Sarah. On a essayé de répondre au maximum de questions. Ce qu'on peut vous proposer pour éviter de maintenir... On va reprendre les questions auxquelles on n'a pas répondu complètement et on va le traiter directement dans le chat. Ce sera peut-être plus simple parce que quelquefois, il y a des questions un peu techniques, des cas un peu techniques qui nécessitent d'ailleurs un peu plus de recherche. Donc là, on n'est pas là, effectivement, malheureusement, pour résoudre les cas particuliers. On essaye effectivement d'identifier pas mal de choses. Mais encore une fois, le support va être mis à votre disposition. Il y a beaucoup de réponses apportées. Les questions qu'il faut que vous les avez anticipées, les réponses sont dans le support. Le support est très clair, très explicite. Il a vocation, bien évidemment, à évoluer. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, c'est une législation qui évolue régulièrement. Donc voilà, donc, je ne sais pas si... Ah, il n'y a plus de son. On m'a dit qu'il n'y avait plus de son. Non. Non, c'est une erreur. Donc effectivement, je ne sais pas si on peut faire ça. On va répondre dans le chat si vous pouvez rester connecté. Tu veux répondre quoi? Je trouve ça plus simple. Très bien. Je te dis juste les questions auxquelles je n'ai pas répondu pour l'instant. Donc je remonte un peu le support. J'ai des questions en favoris, c'est pour ça. Je ne sais pas si tu les as. En fait, les favoris, j'ai essayé d'enlever celles qui étaient répondues pour ne pas les laisser en favoris. Donc je vais prendre en favoris. Parce que moi, j'ai comment faire la demande d'autorisation de travail et la procédure auprès de la préfecture. Alors non, je ne sais pas si cette question a été posée tout à l'heure. C'est ça, voilà. Je pense que oui, mais c'est pas. Je vais revenir du tout. La procédure auprès de la préfecture, c'est juste pour vérifier que votre titre de séjour, en fait, c'est pas un faux, notamment. J'ai répondu ce qui arrive. Par la suite. Il y a une autre question où on demande effectivement la différence au niveau des délais. Effectivement, l'autorisation de travail, c'est pas la vérification, c'est pas les mêmes délais. Voilà. On est bien d'accord. C'est ça. Et c'est qu'après avoir fait toutes ces vérifications que vous devez, pour chaque contrat de travail, pour chaque titre de séjour, vérifier que celui-ci est vrai et valable. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que la demande d'autorisation de travail ou la demande. On est vraiment sur deux choses parfaitement différentes. Alors attends, je te pose les questions. Du coup, je vais faire. On va faire comme ça. La carte de séjour temporaire, recherche d'emploi ou création d'entreprise ne nécessite pas l'autorisation de travail pour l'interrogation. C'est ce que je vous disais justement. Alors, sur cette thématique, on est partagé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu craintifs sur ça et qui disent quitte à l'embaucher, autant directement lui faire une nouvelle carte de séjour, on change le titre, on passe en salarié. Pour autant, ce titre, il correspond à une autorisation de travail. Il fait bien de partie de l'article L5221-2. Et on a eu le cas chez nous, on a embauché une salariée en application de ce titre de séjour. Et lorsqu'on a, parce que ça ne dure qu'1 an, on est obligé nécessairement au bout de l'année de changer son titre de séjour.
On l'a changé en salarié, si mes souvenirs sont bons. Et quand on a demandé l'autorisation de travail pour ce nouveau titre de séjour salarié, eh bien, on nous l'a accordé. Et si ça n'avait pas été le cas, on nous l'aurait refusé pour la simple et bonne raison qu'il ne donne pas d'autorisation rétroactive. Donc, oui, on peut le faire. Je sais que moi, j'ai suivi une formation où les personnes n'étaient pas du tout en accord avec ça. Moi, je sais qu'on n'a pas eu de soucis et qu'en plus de ça, je suis plutôt sûre de moi sur ce point-là parce que c'est explicitement indiqué sur l'article du Code des étrangers, Code du travail, pardon, qui relève qui indique les titres de séjour qui valent autorisation de travail. Alors, pour les contrats d'apprentissage, j'avais lu que les heures d'apprentissage étaient incluses dans les 964 heures. Pouvez-vous les communiquer le texte qui les exclut? On ne peut pas vous communiquer le texte. Mais j'ai pas le texte de toute façon. Mais non, c'est pas dedans. On est sur un cas à part. Et vous regarderez sur. Alors non, c'est simple en fait. Le texte, vous l'avez parce que je vous l'ai mis dans le support. Il me semble. Je semble que c'est R5221-2. Allez vérifier. Peut-être la référence, mais en fait. Allez voir. Mais par contre, c'est écrit explicitement que contrat d'apprentissage ne nécessite pas d'autorisation de travail dans toute la durée de son contrat d'apprentissage. Alors, j'ai eu d'autres questions sur le contrat d'apprentissage. Effectivement, j'ai renvoyé au cas d'exception où l'autorisation de travail n'est pas nécessaire. Donc, on a une slide avec tous les cas qui sont référencés de manière exhaustive. Comment justifier l'embauche en CDI d'un salarié ayant un intérim durant plusieurs mois? Alors, c'est vrai que là-dessus, j'avais un petit doute. Donc, je préfère, si tu as la réponse, laisser te répondre. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit un CDD qui se poursuit en CDI, pas d'autorisation à demander. Là, dans le cas d'une intérim. Alors, l'intérim, non, pour moi, non, c'est bien CDD, CDI, parce que l'intérim, votre employeur, c'est l'intérimaire. Ce qui me semble être le. Et vous êtes la société utilisatrice. Logique. Voilà, parce que, alors, de la même manière, si on fait un parallèle, quand vous embauchez un salarié suite à une période d'intérim, on reprend l'ancienneté que sous certaines conditions. Alors que si ça avait été un CDD, par exemple, on l'aurait pris complètement si le contrat se suivait immédiatement. Vous voyez, c'est deux contrats différents parce que les employeurs ne sont pas les mêmes. Donc, pour moi, alors, sauf s'il y a un texte qui dit l'inverse, mais à mon sens, non. Ouais. Pour le coup, je partirais, et même dans le doute, je partirais sur une autorisation de travail parce que dans le doute, au moins. Mais c'est vrai qu'effectivement, la réponse est logique, c'est pas le même employeur. Ouais. Après, on assimile souvent la même législation entre la suite intérim, suite de CDD, mais il y a quand même c'est une législation quand même bien différente dans le Code du travail. Autre question effectivement de Jennifer, dans le cadre de l'opposabilité, à partir du moment où il y a une candidature qui ne correspond pas aux attentes du poste, il n'est pas possible d'embaucher un travailleur étranger en justifiant. En fait, s'il y a une candidature et que ça ne correspond pas, on n'est pas obligé d'embaucher n'importe qui non plus. On n'est pas obligé de l'embaucher. Par contre, on ne pourra pas embaucher le salarié étranger. Donc, vous allez vous retrouver avec un poste encore à pourvoir. Pourquoi? Parce que quand vous faites c'est assez incohérent, hein, c'est un petit peu, c'est toujours en fait à la discrétion de Pôle emploi. Et parfois, je sais que certains d'entre vous ont déjà reçu des candidatures qui n'avaient strictement rien à voir avec le profil qui était indiqué sur l'offre d'embauche. Mais le problème, en fait, c'est que c'est Pôle emploi qui va vous donner un petit peu le sésame pour pouvoir demander l'autorisation de travail. Donc, si eux estiment qu'ils vous ont envoyé une candidature valable, même si elle ne répond pas point pour point à l'offre d'embauche, eh bien, ils vont dire, ben non, vous avez eu, ils vont vous donner le document, ils vont vous dire qu'il y a une candidature valable qui a été donnée. Donc, en conséquence, vous ne pourrez pas demander d'autorisation de travail. Donc, personne ne peut vous obliger à embaucher une personne, fort heureusement. Pour autant, vous ne pourrez pas embaucher la personne ressortissant étranger dans la mesure où on ne pourra pas vous donner l'autorisation de travail. Ce qui est c'est un peu contradictoire. Et on a le cas qui est un peu plus complexe, celle où le salarié répond aux exigences de l'offre, mais que ça passe. Voilà, parfois on a des gens, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils s'expriment, on se dit non, c'est pas possible. Quand vous avez, je sais pas, un métier où vous êtes en contact avec les clientèles et que la personne s'exprime mal, que sais-je, hein, voilà, voilà, vous n'êtes pas satisfaite de cette personne, vous dites non, j'ai pas envie de travailler avec cette personne-là, c'est pas un motif valable. Donc, ça veut dire que la candidature, on aura effectivement une candidature valable qui sera reçue et qu'en conséquence, on ne pourra pas l'embaucher. C'est un peu la problématique. Là, on va répondre encore à quelques questions, effectivement, le temps de nous décompter. Dans le cas des étudiants, pour la condition relative à la rémunération, doit-elle être respectée uniquement au moment de l'embauche tout au long de la relation de travail? Alors, normalement, on va regarder, alors l'administration va regarder tout au long de l'embauche, mais normalement, alors sauf si vous faites un avenant au contrat de travail, vous ne pouvez pas réduire la rémunération du salarié.
Par contre, effectivement, et j'en reviens, lorsqu'il y a une augmentation du SMIC, je pense que c'est peut-être pour ça la question, on regarde au moment de l'embauche. On ne va pas regarder. Voilà, au moment de l'embauche, en principe. Est-ce qu'il est conseillé de demander systématiquement à la préfecture que le salarié peut travailler en France, et ce, peu importe la situation? Alors, je sais pas si ce sera un peu Alors, général. est-ce que c'est... alors, si c'est pour savoir s'il y a une autorisation de travail, c'est à vous de faire la recherche. C'est pas forcément l'administration qui va vous répondre. Alors, elle pourrait dans l'absolu, mais je suis pas sûre qu'elle le fasse. Elle, l'administration, elle va juste vous dire si le titre de séjour il est valable uniquement. Alors, est-ce que le récépissé demande de renouvellement au salarié de reprendre son poste? Ben oui, et effectivement, Alors, ça fait partie des cas que le tu as disais tout à récépissé, l'heure. c'est bien le document qui vous est, qu'on soit bien clair sur la demande, qui vous est donné lorsque vous avez le premier entretien avec la préfecture. Là, on va vous donner un document, ça va être écrit, c'est une autorisation provisoire, et ça va être indiqué explicitement dessus, autorise son titulaire à travailler, dans la mesure où il est accompagné du titre de séjour précédent. Par contre, si votre salarié, il fait sa demande de renouvellement sur Internet, là, vous allez avoir un accusé de réception. Cet accusé de réception, il n'aura pas de valeur, par contre. C'est pour ça qu'il faut le faire bien en avance pour éviter de se retrouver avec une carence d'autorisation de travail pendant un certain temps. Salaire mensuel ou annuel pour la taxe? Mensuel. D'accord. Heureusement. Taxe à la première embauche. À la première embauche. Effectivement, le texte, et sur ce point-là, ce texte-là est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il nous parle effectivement de la première entrée au séjour du salarié. Ce qui signifierait, et je mets des guillemets, qu'elle ne serait payée qu'à la première embauche. Pour autant, c'est l'administration qui va vous dire si c'est le cas, puisque comme vous devez la déclarer, à mon sens, c'est bien l'administration qui va vous dire si oui ou non, vous devez la régler. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dédié spécifique en cas de doute, question sur ce type d'embauche? Lequel type d'embauche? Embauche salarié étranger, je suppose, de manière générale. Alors, oui, vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a un numéro sur les autorisations de travail. Je ne sais pas s'ils répondent uniquement à des questions techniques, je parle en termes de rédaction, ou est-ce qu'ils peuvent répondre plus précisément? Et en sachant que moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais un doute sur un salarié qui était justement ressortissant algérien. Et en fait, j'ai envoyé un message à l'administration, à la préfecture. Quand on a un doute, j'estime que ça ne mange pas de pain. Et puis, ça peut nous rassurer. C'est comme le simulateur dont on parlait tout à l'heure. Ça n'a aucune valeur juridique, aucune opposabilité. Déjà, encore plus quand c'est verbal. Et même par écrit, ça dépendra de la personne que vous aurez au téléphone. Donc, soyez quand même très vigilants. Ça peut être un outil et une aide, mais ça ne vaut rien juridiquement. Y a-t-il un statut particulier pour les Ukrainiens? Il nous reste 4 questions. Alors moi, j'ai eu, et je crois que c'est le seul, alors peut-être qu'ils donnent d'autres titres, moi, j'ai eu l'autorisation provisoire au séjour, comme ça. Et donc, c'est un document, c'est pas une carte, hein, c'est vraiment un document où l'Ukrainien a le droit de travailler. Donc, s'il n'y a pas de souci avec les Ukrainiens, s'il a ce titre, c'est pas impossible que l'Ukrainien ait fait une procédure totalement différente, et qui vous donne un autre titre de séjour qui n'est pas spécifique aux Ukrainiens. Jennifer, quel est l'article du Code du travail qui dispense l'opposabilité de l'emploi, le futur collaborateur? Il me semble qu'on a mis les articles dans le... je ne sais pas si l'opposabilité, je l'ai. En revanche, vous pouvez le retrouver... alors, ce n'est pas un article, non. C'est une circulaire. C'est une circulaire de 2000... Les textes, quand on les a, tu les as mis dans le support. Hein. Alors, attends. Je n'ai pas forcément tout mis, puis c'est une circulaire. Mais, de toute façon, s'il y a des textes, effectivement, ils seront dans le support, qui sont mis à c'est une circulaire de 2000, sûr. C'est un vieux texte. C'est un vieux texte, vous ne le retrouverez pas dans le Code du travail, si mes souvenirs sont bons. Et quand vous allez sur le simulateur, le document que je vous ai donné quand vous faites votre demande d'autorisation de travail, vous commencez, quand vous rédigez, vous mettez je suis employeur. Et à un moment donné, on vous explique comment fonctionne l'autorisation de travail, comment on la demande. Et vous avez à un moment donné un petit onglet avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Et vous regardez bien, et là, on vous explique quand justement l'opposabilité de la situation n'est pas à respecter. Mais sinon, c'est une circulaire, j'en suis sûre, mais j'ai pas. Ah, peut-être que si. Et si c'est une circulaire, je m'avance pas. Pareil, valeur juridique, opposabilité, on n'est pas. Alors, parce que j'en avais fait un avec les collaborateurs où là, j'avais été un peu plus explicite. Parce qu'on avait une formation qui pouvait durer 2 heures. Hein, je vous précise, c'est par exemple pour laquelle on est explicite. Alors, si je l'ai, avec un peu de chance, je la retrouve. Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, que faire lorsque l'étudiant a perdu son titre de séjour? Ça, effectivement, on peut toujours faire une démarche auprès de la préfecture. Comment ça, il a perdu? Ça veut dire quoi perdu, selon vous? Parce que plusieurs mois, il souhaite être recruté. Effectivement, comment lui faire confiance sur le fait qu'il l'a réellement perdu?
Est-ce qu'on peut s'adresser à la préfecture pour essayer de retrouver une trace du titre qui a pu être attribué? Encore faut-il qu'ils nous disent où elle a été attribuée. Alors, En tout cas, soyez vigilants parce que, bien évidemment, après, c'est un peu comme votre est-il de bonne foi? c'est un peu comme votre carte d'identité. Quand vous l'avez perdue, la première chose, alors, on peut être long à retrouver la carte d'identité, j'entends. Mais en principe, quand vous apercevez que votre carte d'identité, vous l'avez égarée, vous en avez besoin pour pas mal de choses. Vous allez à la préfecture, vous en avez besoin. Pour tout un tas de choses, vous avez besoin de présenter. Ben, vous allez à la préfecture et vous demandez. Je l'ai pas. Non, c'est pas ça. On n'a pas la cité. Vous allez à la préfecture et vous demandez, vous déclarez une perte. Ça se fait plus. En plus, ça se fait plus à la gendarmerie maintenant. Directement à la préfecture, vous déclarez votre perte de titre de séjour et normalement, la préfecture va vous retrouver et va vous donner un document provisoire. Donc, la perte, c'est comme nous, hein, c'est la même chose. C'est comme vous perdez votre permis, c'est la même chose. Il faut demander si la salariée vous dit juste je l'ai perdu et qu'elle ne fait pas les démarches. Objectivement, inquiétez-vous. Inquiétez-vous parce qu'en plus de ça, si elle est sur le territoire français et qu'elle n'a pas, elle dit qu'elle les a perdus, donc il y a de fortes chances qu'elle n'en a pas. Ça veut dire qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, donc surtout ne l'embauchez pas sans titre. Voilà, si vous lui faites confiance et si vous voulez, à elle de faire les démarches pour retrouver un titre de séjour et de s'adresser à la préfecture. Mais vous ne l'embauchez pas. Comme je l'ai dit dans le chat sur une question, vous avez en tant qu'employeur une responsabilité. Hein, on parlait tout à l'heure des titres de séjour, en tout cas des cartes de nationalité d'un pays de l'Union européenne, notamment italienne. C'est vrai que c'est pas évident d'aller vérifier que, comme la carte d'identité française, le titre d'identité est faux. Mais il faut être vigilant de plus en plus, notamment provenant de l'Italie. L'Espagne, c'est plus compliqué parce que obtenir une carte d'identité espagnole. C'est particulier. Alors, petit aparté, Christophe, il fait bien d'insister sur un point, la carte italienne. Alors, c'est écrit en italien et en anglais. Et en fait, sur cette carte, on a l'impression que c'est une carte d'identité. Pas du tout, c'est une carte de séjour. Donc, faites bien attention à ce qui est indiqué sur la carte. Moi, je me suis fait avoir, très honnêtement. Et pas mal de gens se sont fait avoir. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, quand vous avez quelque chose d'italien, il y a aussi ça, effectivement. Vraiment, faites attention que ce soit bien un ressortissant ça peut être un faux, italien. mais en plus, ça peut ressembler à une carte d'identité. Donc, ouais, faites attention. Et une carte de séjour italienne, c'est délivré par l'Italie. Ça ne donne pas l'autorisation de venir en France. On est bien d'accord. Dernière question. Comment sait-on que la taxe a déjà été réglée pour le salarié? On ne sait pas. Et je vais être très honnête sur ce point-là. À chaque fois, je dis, on est obligé de déclarer. Alors, je me dis, c'est au petit bonheur la chance, c'est affreux de dire ça, mais on n'a pas de moyen de savoir que quelqu'un a payé. Vous avez une obligation de déclaration. Pour autant, c'est vrai que sur ce point-là, le texte n'est pas assez explicite. Merci, Sarah. Alors, j'ai peut-être quelque chose. Il faut qu'on... Non, Merci Sarah. J'espère qu'on a pu vous aider et que le support que Sarah a présenté et préparé a pu être d'une aide utile et surtout, encore une fois, dans un contexte et dans des situations qui ne sont pas forcément simples à gérer. Donc, il y a une législation complexe, technique, évolutive. Donc, on espère avoir pu vous aider. Merci Sarah pour ce webinaire. Merci à vous d'avoir suivi le webinaire. Peut-être à bientôt sur Webikeo. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous.